Docteur Mir. On est ensemble pour le symposium des laboratoires Merck. Et je voudrais commencer par féliciter l'AMCAR, son bureau, et à leur tête, professeur Saïd Shraibi. Bravo pour le bon boulot. Et on ne peut être que fiers de l'AMCAR, étant tous des membres de cette association. Donc, aujourd'hui, on ne vous le cache pas, il y a un nouveau médicament pour l'hypertension qui vient enrichir toute la gamme que nous avons. Ce médicament, vous le voyez à l'écran, il associe bisoprolol amlodipine. C'est nouveau et on a la chance, on a le privilège d'avoir un expert, un grand expert qui est le professeur Bnis, qui va nous parler de ça. J'ai un long CV devant les yeux, mais je crois que on va juste dire que c'est notre ancien président de la Société marocaine de cardiologie. C'est un ancien chef de service au CHU de Casablanca, et j'en passerai. Et est donc une référence en la matière. Et c'est un grand plaisir de t'avoir pour parler de cette nouvelle association, puisque c'est une association de plus qui vient enrichir nos recommandations. Alors, professeur Benis, à vous la parole. Merci, cher ami, cher Si Mohamed, et je suis vraiment très touché par tes paroles extrêmement gentilles. Encore une fois, merci au bureau de l'AMCAR pour ce magnifique congrès. Alors, on a vu tout à l'heure une nouvelle association, lisinopril amlodipine. Alors, on va avoir une nouvelle association, bisoprolol amlodipine, et on va la situer, et ça va être renforcer notre arsenal thérapeutique face à l'hypertension artérielle. Et comme chacun le sait, voilà. Alors, comme chacun le sait, l'hypertension, principal facteur de risque cardiovasculaire évitable, principal facteur de mortalité cardiovasculaire, et l'hypertension, malgré toutes les avancées thérapeutiques, pose de gros problèmes de prise en charge. Vous le savez très bien, ça pose un problème de dépistage, puisque 50% des hypertendus ne sont pas dépistés, 50% des dépistés ne sont pas traités, et 50% des traités ne sont pas contrôlés. Donc, il y a de gros problèmes de dépistage, de diagnostic et de prise en charge. Et à ce moment-là, il y a tout un système qui doit se mettre en marche, de pouvoir identifier les hypertendus, de pouvoir les contrôler, de pouvoir augmenter la surveillance des patients hypertendus, d'utiliser tous les moyens dont on dispose pour surveiller nos patients, de pouvoir mieux évaluer les patients et de pouvoir mieux les traiter et mieux les suivre. Alors, nous savons tous que la baisse de la pression artérielle a un effet direct sur la réduction du risque cardiovasculaire. Et donc, le principal bénéfice vient de la baisse de la pression artérielle, quelle que soit la classe thérapeutique utilisée. Que vous utilisez un IEC, un ARA2, un inhibiteur calcique, un bêta-bloquant diurétique, lorsque vous baissez la pression artérielle, vous diminuez pratiquement de 45% le risque d'accident vasculaire cérébral, de 40% d'incidence cardiaque, de diminution de mortalité de presque 30%, de morbidité cardiovasculaire. Donc, le bénéfice est énorme et aujourd'hui, quand on veut, on le peut. Nous avons les moyens pour traiter les patients. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Toutes les méta-analyses vont dans le même sens. Il y a un effet majeur du traitement, surtout quand vous baissez la pression de 20 mm de mercure, la pression systolique, ou 10 mm de la pression diastolique. À ce moment-là, vous diminuez les événements cardiovasculaires majeurs, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale et la mortalité cardiovasculaire. Et ce, quel que soit l'âge, c'est-à-dire que de 50 à 60 ans ou à 80 ans, vous allez diminuer l'incidence des accidents vasculaires cérébraux et des phénomènes, des ischémies myocardiques. Vous connaissez tous et on le sait tous, on le voit tous les jours, le prix à payer des accidents vasculaires cérébraux et de l'ischémie myocardique. Et donc, on a vu tout à l'heure, bien entendu, les recommandations et la définition de l'hypertension artérielle. Voici les objectifs tensionnels auxquels nous sommes attachés à avoir. Donc, quel que soit l'âge, donc que ce soit hypertendu, diabétique, insuffisance rénale, coronarien ou accident vasculaire cérébral, en général, l'objectif tensionnel doit être moins 140, 90 mm de mercure. Si vous avez de l'hypertension,
130, 80 mm de mercure. Si vous avez du diabète, 130, moins 80 mm de mercure. Si vous avez une coronaropathie, 130, moins 80 mm de mercure. Et lorsqu'il y a un passé d'accident vasculaire cérébral, donc 130, 80 mm de mercure. Ceci dit, il ne faut pas baisser au-dessous de 120 mm de mercure parce qu'il y a une courbe en J et vous savez que quand vous baissez trop la pression artérielle, il y a des risques, bien sûr, d'ischémie myocardique qui vont survenir. Donc, pour être clair, essentiel, moins 140, 90 mm de mercure. Et si vous pouvez, pour les personnes de moins de 65 ans, 130, 80 mm de mercure, baisser la diastolique à moins 80 mm de mercure et baisser la systolique à moins 140, au mieux moins 130, mais ne pas baisser au-delà de 120 mm de mercure. La physiopathologie de l'hypertension est complexe. Elle fait intervenir un certain nombre de mécanismes, que ce soit des mécanismes rénaux, donc la stimulation du système rénine-angiotensine, aldostérone, le cœur intervient dans l'hypertension par l'élévation des facteurs, l'augmentation de la fréquence cardiaque, du débit cardiaque, les mécanismes inflammatoires, les mécanismes cérébraux, l'augmentation de la stimulation sympathique, la diminution du parasympathique, l'altération du baroréflexe, l'augmentation de la vasopressine et des mécanismes endocrines comme l'augmentation de l'aldostérone, la leptine, l'augmentation de l'insuline, l'hormone de croissance, la thyroïde, et en plus l'altération de l'architecture vasculaire et de la dysfonctionnement vasculaire avec l'augmentation d'endothéline et la diminution de la sécrétion du monoxyde d'azote et des prostaglandines et l'augmentation de la résistance artérielle. L'ensemble de ces facteurs va entraîner l'hypertension artérielle. Et dans cette complexité, essayons de chercher la simplicité. La simplicité et non pas la simplification. Être simple, mais pas simpliste. Il y a trois mécanismes essentiels. Il y a l'intervention du système rénine-angiotensine chez les diabétiques et les prédiabétiques. Il y a l'intervention de la rétention hydrosodée chez les personnes qui sont sujets à la rétention hydrosodée, par exemple les sujets de race noire. Et puis, il y a l'implication du système nerveux autonome qui joue un rôle majeur dans le développement de l'hypertension artérielle, comme atteste l'augmentation de la fréquence cardiaque. Vous savez que plus la fréquence cardiaque monte, plus il y a une activation sympathique et plus c'est un facteur clé qui va conduire à une augmentation du risque cardiovasculaire. Et d'ailleurs, nous, cardiologues, nous, médecins, la première des choses quand on voit un patient arriver, c'est de voir sa fréquence cardiaque. Ceux qui ont une fréquence cardiaque élevée plus de 80 battements par minute, ces patients, dans les 10 ans à venir, vont avoir plus de risques de maladies coronaires, de maladies cardiovasculaires, et de mortalité toute confondue. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir plus de 80 battements par minute, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup plus de cancers, beaucoup plus de maladies inflammatoires, mais en particulier, restant dans notre domaine, plus d'accidents coronaires et plus d'accidents cardiovasculaires. Et vous le savez tous, le sport a un effet extrêmement intéressant pour baisser cette fréquence cardiaque et pour être en bonne santé. Donc faites du sport. Et d'ailleurs, le sport est un des meilleurs facteurs pour lutter contre le système sympathique. Et cette hyperactivité sympathique, on le voit dans l'étude Value, que plus la fréquence cardiaque monte, plus la pression artérielle monte, plus le risque cardiovasculaire monte. Et bien entendu, lorsqu'on a une personne devant vous qui arrive au cabinet ou dans votre famille qui a une fréquence cardiaque basse, qui a une pression basse, le risque de faire un événement dans les 10 ans ou 20 ans à venir est bas. Par contre, la personne qui arrive avec une fréquence cardiaque élevée, avec une hyperactivation sympathique, cette personne est à risque cardiovasculaire élevé. L'augmentation de l'activité nerveuse sympathique va passer par la libération de noradrénaline, ce qui va augmenter la fréquence cardiaque, diminuer la variabilité de la fréquence cardiaque, augmenter la contractilité. Au niveau des récepteurs bêta, augmenter la libération de rénine, d'angiotensine, de la pression artérielle, de l'hypertrophie ventriculaire gauche et de l'insuffisance cardiaque. Demain, on va voir l'insuffisance cardiaque avec le professeur Alami, et le système sympathique joue un rôle majeur. Et d'ailleurs, une des voies de succès dans le traitement, la prévention de l'insuffisance cardiaque, justement, le blocage sympathique et la désactivation sympathique qui entraîne une amélioration du pronostic. Vous savez que le bêta-bloquant, ça fait partie des 4 traitements majeurs de l'insuffisance cardiaque. Et puis, lésions vasculaires entraînées par le stress pulsatile, les lésions athéromateuses, la rupture du plaque. Donc, tous ces mécanismes sont médiés par le système sympathique. Et cette activation du système sympathique, l'augmentation de la fréquence cardiaque, la diminution de l'activation, l'augmentation du système rénine-angiotensine, la diminution des réserves myocardiques, la diminution de la contractilité myocyte, la diminution du flux coronaire, le remodelage cardiaque, les anomalies électrolytiques vont entraîner de la vasoconstriction,
une diminution de la réponse à l'exercice, de l'ischémie, les arythmies, la dysfonction cardiaque. Et à la fin, l'ultime, c'est l'insuffisance cardiaque et puis la mort subite. Donc, regardez les méfaits de l'activation du système nerveux sympathique. Il est absolument fondamental de bloquer, de moduler, de diminuer le travail, bien sûr, du système sympathique délétère pour le cœur. Et nous avons les moyens aujourd'hui, quand on veut, on le peut. Alors, nous avons les bêta-bloquants sans activité intrinsèque, sans activité sympathique intrinsèque, qui vont contre la fréquence cardiaque via l'action sur l'hyperactivation sympathique. Nous avons aussi les inhibiteurs calciques non dihydropyridiniques, mais dans ce cas, l'action n'est pas liée à l'hyperactivation sympathique, mais à réduire la vitesse de conduction nerveuse et à prolonger la repolarisation. Nous avons l'ivabradine qui va agir par les canaux AF, qui va contrer l'activité du stimulateur cardiaque dans le sinusal. Mais je rappelle que les inhibiteurs des canaux AF, l'ivabradine, ne sont recommandés comme traitement de deuxième intention, unique chez les malades coronariens, uniquement lorsque les bêta-bloquants ne sont pas tolérés ou lorsque des réductions supplémentaires de la fréquence cardiaque sont nécessaires. Alors, le bisoprolol est un bêta-bloquant de référence. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet de classe. Et ce bêta-bloquant, qui est le chef de file des bêta-bloquants, va agir sur l'efficacité, sur la sélectivité des récepteurs bêta, sur la protection du profil lipidique et le fait qu'il ne touche pas les lipides et le peu d'effets secondaires. Alors, quand on parle de sélectivité du bisoprolol, en termes de sélectivité au niveau des récepteurs bêta, la plus haute sélectivité bêta 1 est avec le bisoprolol. Regardez par rapport au bêtaxolol, l'aténolol, au métoprolol, il n'y a pas photo. Le bisoprolol est pratiquement 2 à 3 fois supérieur aux autres bêta-bloquants. Regardez le plus mauvais de la classe, le propranolol. Donc, il y a une sélectivité intéressante et majeure du bisoprolol, ce qui lui confère un effet antihypertenseur, antiarythmique, anti-ischémique et traitement majeur de l'insuffisance cardiaque. Et ceci, on le sait bien, les récepteurs bêta-1, ils vont être incriminés dans l'augmentation de la contractilité de la fréquence cardiaque, l'augmentation du risque de nécrose myocardique et au niveau des reins, l'augmentation de la rénine. Alors que les récepteurs bêta 2 sont plutôt au niveau des muscles lisses bronchiques et donc il peut y avoir un problème vis-à-vis des patients qui ont une bronchopathie chronique obstructive. Et justement, le bêta-bloquant cardiosélectif bisoprolol protège et n'agit pas sur les récepteurs bêta 2. Et aujourd'hui, le bisoprolol n'est pas contre-indiqué chez les patients qui ont une bronchopathie chronique obstructive. Donc, on peut le prescrire, bien sûr, avec surveillance. Par contre, l'aténolol a plus grande action au niveau des récepteurs bêta-2 et donc pourrait poser problème. Mais le bisoprolol ne pose aucun problème aujourd'hui. Ce n'est pas une contre-indication. J'entends beaucoup d'appels de pneumologues qui disent « Oh oui, non, il faut diminuer les bêta-bloquants. » Mais en général, quand vous avez l'indication, l'hypertension, les ischémies myocardiques et les insuffisances cardiaques, il ne faut surtout pas les priver du bisoprolol, bien sûr, avec un contrôle respiratoire, bien entendu, continu. Et au niveau du profil lipidique, le bisoprolol ne touche pratiquement pas au profil lipidique et n'entraîne pas de diminution de l'HDL, chose qu'on peut voir avec l'aténolol et le propanol. Et l'aténolol, c'est pratiquement le plus mauvais de la classe. D'ailleurs, les laboratoires l'avaient bien compris et l'avaient utilisé comme médicament comparateur par rapport à un certain nombre d'essais pour gagner des parties. Mais vous allez trouver difficilement un médicament de référence qui va se comparer au bisoprolol. Je ne suis pas sûr que la victoire est acquise. Alors, le bisoprolol va être associé dans l'association, le concoramlo, à de l'amlodipine. Et j'ai parlé tout à l'heure des effets de l'amlodipine, que ce soit sur la pression artérielle, c'est un antihypertenseur, inhibiteur calcique, vasodilatateur de référence pour la baisse de la pression artérielle, qui va diminuer aussi bien la pression systolique que la pression diastolique, qui se maintient, qui est stable au cours du temps. Et surtout, on va le voir sur les 24 heures avec une baisse
aussi bien de la pression nocturne que la pression diurne, et on va voir tout à l'heure l'importance de la baisse de la pression nocturne et surtout la protection chez les patients non d'hyper et reverse d'hyper qui vont monter la pression la nuit et qui vont avoir des risques d'augmentation de risque d'accident vasculaire de 6 heures du matin, d'infarctus du myocarde. Vous savez, tout ce qu'on est une horloge, et la chronothérapie est extrêmement importante. Il faut donner des molécules qui puissent agir et qui puissent baisser cette pression artérielle la nuit. L'amlodipine n'agit pas uniquement sur la pression artérielle périphérique, mais aussi sur la pression artérielle centrale. Et ça a été démontré dans l'étude CAFE. Et la preuve, un certain nombre d'IEC utilisent pour gagner la partie l'amlodipine dans leur stratégie, parce que ce sont des stratégies contre stratégies. Et c'est comme ça qu'ils gagnent la partie dans un certain nombre d'essais. Pourquoi? Parce que l'amlodipine est un excellent antihypertenseur, anti-ischémique et diminue la pression centrale. Et par conséquent, c'est ce qui fait gagner la partie, c'est l'atout majeur. Et on le voit, par exemple, dans Camelot, où c'est grâce à l'amlodipine qui va vaincre l'énalapril, un IEC de référence, en termes d'événements comme l'angine de poitrine, la revascularisation myocardique. Donc, n'oubliez pas, l'amlodipine est un excellent antihypertenseur, anti-ischémique, diminue la pression centrale. Et regardez même dans ASCOT, dans Prévin, dans OLAT, l'amlodipine gagne à chaque fois sur les hospitalisations, sur les angines de poitrine, sur les revascularisations, sur les nouveaux événements cardiovasculaires et sur les causes de mortalité. Et en fait, lorsqu'on associe le bisoprolol avec l'amlodipine, c'est un triple blocage. Pourquoi un triple blocage? Parce que quand vous donnez un bêta-bloquant, vous diminuez les récepteurs, donc vous allez bloquer le système nerveux autonome sympathique, et vous, en même temps, c'est un antirénine. Et quand vous associez un inhibiteur calcique, vous allez agir sur la vasodilatation. Et par conséquent, cette combinaison va amener plus de forme, plus de force, ça va être synergique, et ça va vous permettre, bien sûr, de toucher plusieurs angles thérapeutiques, à savoir, on l'a vu, la stimulation du système rénine-angiotensine par les bêta-bloquants, la stimulation du système sympathique par les bêta-bloquants, et bien sûr, tout ce qui est rigidité vasculaire, vasoconstriction, mécanisme vasculaire par les inhibiteurs calciques. Voilà, on va voir 4 cas cliniques pour illustrer tout ça. Le premier cas, c'est un monsieur de 65 ans, hypertendu, qui vient vous voir avec une pression de plus de 170-100 mm de mercure, qui est rapide, qui est ancien fumeur, qui est coronarien, dilaté, qui est stressé au travail, qui prend des anti-inflammatoires pour une tendinite, qui est en surpoids avec un indice de masse corporelle élevé, et vous confirmez qu'il est un vrai hypertendu. Alors, c'est un patient chez qui vous confirmez le diagnostic d'hypertension avec plusieurs prises, qui a déjà une bithérapie, et c'est une bithérapie qui est inefficace. Vous avez une bithérapie, par exemple, d'un ARA2, d'un IEC plus un diurétique. Et ce patient pose un certain nombre de problèmes qui aggravent son hypertension, comme la consommation d'alcool, comme le surpoids, l'excès de consommation sodée. N'oubliez pas l'apnée du sommeil, la prise d'anti-inflammatoires. Donc, vous voyez un certain nombre de facteurs. Et puis, lorsqu'on fait un holter tensionnel, on trouve qu'il a une pression systolique élevée, une pression moyenne de 149-90 mm de mercure. Donc, c'est une tension non contrôlée. Une pression moyenne diurne, 144-94. Donc, c'est un hypertendu reverse, donc qui est à haut risque cardiovasculaire. Et à ce moment-là, le choix va vers l'association Concoramlo, bisoprolol, qui a une haute activité sympathique, qui va inhiber le système sympathique, diminuer la fréquence cardiaque, diminuer la vibration de rénine. L'amlodipine, qui va être vasodilatateur, qui va diminuer la résistance périphérique. Et il va baisser sa pression artérielle en augmentant sa cardioprotection. Alors, comment je vais le traiter, ce patient? L'aspirine, bien sûr. Donc, l'association IEC ou ARA2 plus le diurétique le matin, l'inhibiteur calcique plus bêta-bloquant, par exemple, le soir. Je vais essayer de baisser son LDL, pas essayer, mais je vais baisser son LDL à moins de 1 gramme, prendre en charge ces facteurs de risque, et les mesures hygiéno-diététiques, et bien sûr, l'éducation thérapeutique avec des automesures de la pression artérielle. Il doit maigrir, réduire son poids et changer d'habitude alimentaire. Deuxième cas clinique, M. Driss, 44 ans, hypertendu, ronfleur, asthénique. Donc, vous voyez là où je veux venir. C'est un hypertendu nocturne qui est asthénique, qui a un IMC de 30 et qui fume. Et je lui fais un holter tensionnel. Il est
hypertendu nocturne n'a plus ce profil d'épine, il est non d'épine et même à certains moments, il augmente sa pression la nuit. Alors, je vous rappelle que nous avons 4 profils tensionnels. Nous avons les extrêmes d'hyper, nous avons les normaux, ceux qui baissent de 10 à 15% la pression nocturne. Nous avons les non-d'hyper qui ne baissent pas la pression la nuit et ceux qui inversent cette pression la nuit et qui sont à risque cardiovasculaire. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a un problème de chronothérapie et du risque de l'hypertension nocturne. Et vous voyez que normalement, on devrait être d'hyper, c'est-à-dire on devrait baisser de 10 à 15%. Il y a des extrêmes d'hyper qui baissent trop la pression de la nuit. Il faut faire attention parce que si vous baissez trop la pression de la nuit, c'est pas bon. Et puis ceux qui sont réverses, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Alors, qui expliquent le fait qu'on a une hypertension nocturne. La consommation de sel, la sensibilité au sel, les insuffisants rénaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à éliminer le sel la nuit. Ils augmentent la pression. Ils n'arrivent pas à éliminer le sel lourd. Et par conséquent, ils augmentent la pression la nuit. Les diabétiques, ceux qui ont les insomniaques, et ceux qui vont avoir l'hypertension du petit matin, qui est expliquée par l'insomnie, l'apnée du sommeil, le stress, la prise d'alcool. Donc, vous voyez que clairement, ce risque cardiovasculaire va augmenter. Alors, il faudrait savoir que cette hypertension nocturne, elle est secondaire à plusieurs facteurs. Il y a l'augmentation de la pression intrathoracique par l'apnée du sommeil, l'augmentation de la pression, la diminution de la compliance pulmonaire, la stimulation des chémorécepteurs, l'hypoxie, l'hypercapnie et tout ça. Alors, quand vous associez hypoxie, hypercapnie, ben, vous stimulez le système sympathique, on y revient, vous augmentez l'inflammation, vous diminuez la fabrication du monoxyde d'azote, vous augmentez le stress oxydatif, vous augmentez le système rénine-angiotensine, et donc vous créez cette hypertension nocturne et qui va être un tueur silencieux du cœur, du cerveau. Vous allez vous retrouver avec des micro-accidents vasculaires cérébraux, de la microalbuminurie, de l'hypertrophie et de la dysfonction ventriculaire. Et on le voit quand on fait des cohortes de patients, on voit que les personnes qui ont une hypertension nocturne ont une augmentation du risque d'événements cardiovasculaires et bien sûr d'accidents vasculaires cérébraux ou de mortalité cardiovasculaire. Donc nous avons besoin d'une association qui va contrôler cette tension nocturne et si vous avez le bisoprolol qui est en rouge par rapport à la laténolol et qui permet un meilleur contrôle sur les 24 heures et vous avez l'effet de l'amlodipine par rapport à la phénylodipine qui a une baisse tensionnelle extrêmement importante. Troisième cas clinique, patient de 78 ans, asthénie dure et palpitations, qui est hypertendu avec des maximums à 200 mm de mercure et qui est sous valsartan et qui est sous valsartan hydrochlorothiazide, qui est un kyste thyroïdien, et regardez son fibrillation auriculaire. Elle est en fibrillation auriculaire, elle a une fraction d'éjection de 45%, elle a une oreillette gauche qui est dilatée, elle a une fuite mitrale minime. Bon, en tous les cas, c'est l'indication essentielle des bêta-bloquants par la fibrillation auriculaire. Et ça, les recommandations le disent. Les bêta-bloquants ont une place majeure quand les patients sont des traitements de première intention. ACFA, insuffisance cardiaque, arythmie ou angine de poitrine. Et donc, c'est le diagramme proposé par la Société européenne. Et à ce moment-là, on peut associer soit un IEC ou un RA2 plus un bêta-bloquant comme traitement de première intention. Dernier patient, c'est un patient de 53 ans chez qui vous débutez un traitement le mois auparavant. Il rapporte un tabagisme, il y a un IMC de 29, il y a plusieurs facteurs de risque, il est tabagique, bronchitique, une stéatose hépatique, un surpoids, une sédentarité. Et à ce moment-là, vous le remarquez, vous voyez qu'il a une pression de 170 mm de mercure aux deux bras, une glycémie 1,15. Regardez son LDL 1,7. On l'oublie souvent de regarder cet LDL et de le baisser à moins de 1. Une calémie à 4,5. Il n'y a pas d'HVG sur le CG. Et il y a, après des règles hygiéno-diététiques, vous avez une pression à 140,85, 145,91 sur 24 heures. Et puis, vous démarrez le traitement avec un ARA2 à demi ou à pleine dose. Alors, quelle est votre attitude? Est-ce que vous augmentez l'ARA2 à pleine dose? Est-ce que vous ajoutez un bêta-bloquant?
un inhibiteur calcique, un diurétique thiazidique, où vous ne modifiez pas le traitement, ben dans ces cas-là, nous avons choisi, bien sûr, d'ajouter l'association inhibiteur calcique plus bêta-bloquant. Pourquoi? Parce que le bêta-bloquant, comme je l'ai dit, c'est un traitement de première intention chez les patients angинeux qui ont une hypertension, chez les patients insuffisants cardiaques qui sont rapides, qui ont une hyperactivité sympathique. Alors pourquoi? Parce que quand vous donnez l'association, bien entendu, Concoramlo, vous allez baisser la pression systolique, vous allez baisser la pression diastolique sur le temps, et cette baisse peut aller jusqu'à 40 mm de mercure, parce que vous avez, qu'on a le Concoramlo 5 plus 5 mg d'amlodipine et 5 mg de bisoprolol, et on a aussi le Concoramlo, 10 mg pour les patients les plus résistants. Et cette baisse tensionnelle peut aller jusqu'à 28 de 37,4 mm de mercure pour la pression systolique et moins 19,7. Donc, quand il dit que vous allez traiter comme une bithérapie, et à ce moment-là, vous allez avoir une réduction rapide de la pression artérielle, et cette thérapie dès la première semaine. Et quel est, bien entendu, le corollaire ou la réponse des médecins, la perception des médecins sur l'efficacité? C'est une perception excellente, et ça, c'est l'étude de 2008 Escape qui montre que la perception est pratiquement dans 80% des cas ou 80% des cas est excellente, aussi bien sur l'efficacité que sur l'autolérance. Et ça, c'est important d'associer, parce que, on le sait bien, le traitement idéal de l'hypertension artérielle, c'est un traitement efficace et surtout bien toléré, et le Concoramlo est en général extrêmement bien toléré. Donc, c'est la dernière diapositive pour vous dire que nous avons l'association amlodipine bisoprolol qui permet un meilleur contrôle tensionnel, un meilleur contrôle de la fréquence cardiaque, l'observance thérapeutique et la chronothérapie. Donc, une avancée de plus et une excellente nouvelle pour nous praticiens qui cherchons bien sûr à réduire les événements cardiovasculaires, à diminuer la morbidité, à améliorer la qualité de vie de nos patients. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, professeur Benis, pour cette excellente présentation. Bravo, on a fait le tour de la question grâce à votre présentation. Et si vous le voulez bien, il y a des questions. Donc, on ne vous laisse pas trop le temps de souffler, mais vous pouvez prendre quelques secondes. Un petit verre. Voilà. Alors, première question sous les yeux. Chez le sportif de haut niveau hypertendu, vous préférez quelle molécule? Alors, chez les sportifs de haut niveau, moi, je préfère plutôt un médicament comme un IEC ou un ARA2, ou plus ou moins un inhibiteur calcique. C'est plutôt vers ça. Alors, lorsque on va vers un sportif de haut niveau, les bêta-bloquants peuvent diminuer la fréquence cardiaque, surtout la fréquence cardiaque à l'effort, et ça peut diminuer un peu la performance du sportif. Les diurétiques posent des problèmes parfois de calémie, des problèmes de déshydratation. Donc, je vais plutôt vers un traitement associant peut-être un inhibiteur calcique plus un IEC ou un ARA2. J'irai plutôt vers association inhibiteur calcique ARA2 plutôt, donc pour la tolérance. Et deuxième chose, c'est une excellente question, il faut apprendre aux malades hypertendus et sportifs de ne pas prendre le traitement avant une séance de sport, parce qu'il y a l'effet de vasodilatation du sport, et ils peuvent chuter leur tension au cours du sport s'ils ont pris le traitement juste avant. Donc, la prise sera différée de quelques heures après le retour du sport. Par exemple, demain matin, on va aller faire son footing, donc on ne va pas prendre le traitement à 6h ou 7h du matin. On le prendra après le retour du footing, après la douche, après le petit déjeuner, le repos. À ce moment-là, on prendra le traitement. Là, c'est une notion extrêmement importante. Il faudrait savoir que pour les sportifs de haut niveau, il faudrait signaler, bien sûr, lorsque c'est un sportif qui est en pleine activité, qu'il prend un certain nombre de l'ordonnance au comité olympique, parce qu'il y a un effet dopant, par exemple des bêta-bloquants et diurétiques, parce que les diurétiques peuvent être masquants de certains produits. Donc, il faudrait avoir l'ordonnance du médecin. Très bien, merci. Alors, la deuxième question, elle est peut-être un peu plus costaud. Quand est-ce qu'on prescrit l'association IEC bêta-bloquant et IEC amlodipine?
Alors, IUC-amlodipine, c'est un traitement qui peut être associé en première intention, première intention, c'est-à-dire chez les hypertendus. Aujourd'hui, tu vois, tu as vu les nouvelles recommandations de la Société internationale, c'est qu'on associe IUC plus inhibiteur calcique à mini-dose en première intention, deuxième étape à pleine dose, troisième étape, on ajoute le diurétique et en dernière étape, on ajoute l'anti-aldostéronien. Donc, voilà un peu pour l'association IUC, bien entendu, IEC plus inhibiteur calcique. Pour l'association bêta-bloquant IEC, à ce moment-là, bien sûr, le traitement où on assiste, c'est l'insuffisance cardiaque. Lorsqu'on a une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection de moins de 40%, à ce moment-là, ce sont des traitements de première intention. Le bêta-bloquant fait partie intégrante du traitement, l'IEC ou l'anti-arénie qui sera prescrit. Voilà un peu là où je les mettrai, ces deux stratégies thérapeutiques. Bon, alors la troisième question. Bonsoir, n'est-il pas préférable de prescrire le bêta-bloquant le matin? Oui, alors on peut prescrire le bêta-bloquant le matin, mais quand il s'agit, les deux cas que j'ai présentés, ce sont surtout des cas pour d'hypertension nocturne. C'est-à-dire si vous avez des personnes chez qui vous pensez qu'il y a un certain nombre d'apnées du sommeil, chez qui vous pensez qu'ils ne vont pas avoir une bonne couverture nocturne, vous pensez qu'ils sont non dippers, qui vont avoir un effet d'hypertension nocturne, en partie pourquoi lorsqu'ils sont obèses, ronfleurs, lorsqu'ils ont déjà une exploration du sommeil, à ce moment-là, ce serait intéressant d'associer l'amlodipine bêta-bloquant le soir. Et j'ai suivi un peu ce que fait Haddad en Tunisie. Ça me paraît intéressant de donner peut-être le matin l'association diurétique plus un IEC ou un ARA2 le matin et l'association inhibiteur calcique bêta-bloquant le soir. Comme ça, on a une couverture sur les 24 heures pour les cas les plus sévères. Oui, surtout s'il y a des troubles du rythme en rapport avec l'apnée du sommeil, il vaut mieux qu'il soit sous bêta-bloquant la nuit. Absolument, absolument, je suis tout à fait d'accord. Et ces arythmies nocturnes qui peuvent être source d'arythmies majeures, de mort subite et d'un certain nombre de problèmes, surtout la nuit, avec l'hypertension nocturne, l'hypertension et la mort subite du petit matin. D'accord, alors j'ai une dernière question sous les yeux. J'avais une patiente avec une MAPA normale dans le sens où la charge tensionnelle est normale, mais le dipping est inférieur à 10%. Comment expliquer ça? Oui, alors les personnes qui élèvent leur pression la nuit, si la charge tensionnelle est normale, il ne faut pas la traiter, premièrement. Deuxièmement, il y a plusieurs mécanismes. Il y a la perturbation du baroréflexe, il faut chercher s'il n'y a pas un syndrome d'apnée du sommeil, il faut chercher s'il n'y a pas une anomalie du baroréflexe. Donc, voilà ce qu'il faut chercher. Mais cette personne, il faut regarder sa fréquence cardiaque la nuit. Si elle élève la fréquence cardiaque la nuit, je serais tenté de donner un bêta-bloquant le soir. Alors, premièrement. Deuxièmement, il faut surveiller cette patiente parce que le fait qu'il ait une hypertension nocturne ou non dépile nocturne, ça veut dire qu'il est à risque. Ça ne veut pas dire qu'il faut la traiter, mais il faut la surveiller son profil tensionnel dans le futur, voir s'il ne va pas développer une hypertension permanente, voir s'il n'a pas de syndrome d'apnée du sommeil, et voir surtout son baroréflexe, comment il se comporte. Et peut-être, si sa fréquence cardiaque monte la nuit, ne pas hésiter à utiliser un petit bêta-bloquant. Très bien. Alors, cette association amlodipine-bisoprolol qui est vraiment séduisante, on a vu les 4 cas cliniques très bien, mais on a l'impression qu'on peut encore élargir. Par exemple, un jeune homme qui a une hyperadrénergie ou une HTA diastolique, qui est souvent la particularité du début de l'hypertension des personnes jeunes. Et apparemment, du point de vue mécanisme, aussi bien le bêta-bloquant que l'amlodipine vont avoir une action de vasodilatation et ralentissement de cette hyperadrénergie. Donc, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est Mohamed. Le sujet jeune commence en hypertension. D'ailleurs, quand quelqu'un vient en consultation jeune, qui a la trentaine, il vous dit, docteur, peut-être que j'ai un problème d'hypertension. Dès que vous prenez sa tension, s'il a une diastolique élevée, il est hypertendu. Même si vous êtes sûr, vous lui faites le Holter, il va avoir de l'hypertension. Par contre, s'il a une diastolique basse, il n'est pas hypertendu, généralement, c'est une blouse blanche. Le sujet âgé élève la pression systolique. Et ce sont deux mécanismes différents. Alors, pour le sujet âgé, c'est plutôt le mécanisme
de résistance vasculaire. C'est un mécanisme vasculaire. Et à ce moment-là, c'est les inhibiteurs calciques qui agissent. Pour le sujet jeune, les bêta-bloquants marchent bien sur l'hypertension diastolique parce qu'ils sont médiés en général par l'hyperactivation adrénergique. Et c'est pour ça que c'est une association qui me paraît extrêmement séduisante sur le plan physiopathologique, sur le plan thérapeutique. Elle me paraît séduisante parce que je suis de ceux qui incriminent toujours le système sympathique qui est extrêmement délétère sur le cœur. Et je pense que bloquer le système sympathique est un des mécanismes majeurs qui nous permet de vivre plus et de vivre mieux. Et d'ailleurs, le meilleur mécanisme pour baisser l'hyperactivation sympathique, ce n'est pas tant les bêta-bloquants, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie et de faire de l'activité physique. Et quand on fait une bonne activité physique sportive régulièrement, on a en général une fréquence cardiaque basse, et ça on le voit chez les endurants. On le voit à chaque fois que quelqu'un entre dans ton cabinet avec un ventre qui est comme ça, qui a une IMC élevée, tu peux être sûr qu'il a une hyperstimulation sympathique et qu'il a une fréquence cardiaque élevée et que ça va médier un certain nombre de facteurs. Donc, pour revenir à ta question, sujet jeune, hypertension diastolique, oui pour les bêta-bloquants. Hypertension systolique, sujet âgé, oui pour les inhibiteurs calciques. Voilà un peu schématiquement. Très bien. Alors, je voudrais terminer, conclure un petit peu et je voudrais bien que tu partages cette vision puisque on connaît les recommandations. On connaît quelles sont les indications des bithérapies. Mais franchement, quand on est en face de notre malade, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, avec un ECG où on a une fréquence cardiaque à 90 par minute, une hypertension, et l'impact de la fréquence cardiaque joue beaucoup dans notre prescription parce qu'on veut améliorer aussi la qualité de vie. On veut améliorer cette fréquence cardiaque, réduire l'overdrive, sympathétique overdrive. Donc, je crois important, mais l'impact de la qualité de vie, on est obligé d'en tenir compte, c'est-à-dire que quand on a un ECG en face, on est très impacté par la fréquence. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a les recommandations et nous qui sommes maîtres à bord. Je pense que la médecine, c'est un art qui est à la disposition. Et nous sommes les vrais maîtres d'art dans cet exercice-là. Et nous avons le droit et le pouvoir d'utiliser toutes ces molécules dont on dispose pour mettre quel traitement pour quel patient. Et donc, optimiser le traitement et surtout, comme tu le dis si bien, d'individualiser le traitement en fonction de son risque. Très bien, merci beaucoup, professeur Benet. C'était une session très intéressante. Et au plaisir de se revoir et de bonne continuation. Et comme a dit Dr Mir, restez avec nous pour la suite. Allez, au revoir. À bientôt.